tes enfants vont avoir le droit à du revenu que toi, tu as accumulé pour eux, puis ils vont payer beaucoup moins d'impôts que toi-même. Il y a beaucoup d'acronymes dans le monde de la finance. C'est pas toujours facile à suivre. Oui. Rapidement, différence entre REER, CELI et REE. OK. Pas les mêmes objectifs, encore une fois. Le REER, c'est pour vraiment l'épargne à long terme. Donc, on travaille. Si on n'est pas chanceux puis on n'a pas un régime à prestation ou à cotisation déterminé avec l'employeur, ce qui nous reste pour planifier notre retraite, c'est le REER. Le REER est calculé sur notre revenu d'emploi ou notre revenu d'entreprise, en tout cas, le revenu actif qu'on a généré. Et là, ce que ça fait, c'est qu'à chaque année, on a un calcul de 18 % qui se fait, puis on peut cotiser ce montant-là. Et si on le fait, bien, on a jusqu'à l'année suivante, le 1er mars, 28 février, pour cotiser pour nos REER. Et par la suite, bien, cet argent-là, je ne paye pas d'impôt sur ce montant-là. Donc, c'est très intéressant. Il y a une déduction fiscale. Mais par contre, le jour où je retire mes REER, quand je prends ma retraite, bien, je paye de l'impôt là-dessus. Ça, c'est le REER. Le CELI, c'est aussi pour de l'épargne, mais il n'est pas calculé sur les mêmes bases. Donc, c'est super intéressant. Il n'y a pas une déduction, par contre, dans le revenu pour dire que je paye moins d'impôts. Mais par contre, je peux cotiser en date d'aujourd'hui, en 2025, quelqu'un qui avait déjà 18 ans quand le programme a été créé, peut mettre de côté 102 000 $, que cet argent-là fluctue jusqu'au jour où il la retire, puis il ne paiera jamais d'impôts. C'est énorme. Dirais-tu quand même que le REE, régime d'épargne-études, c'est le placement incontournable pour les jeunes familles? Bien, je pense qu'on a des enfants, c'est très, très avantageux, là. C'est quand même de l'argent qui s'accumule. Le gouvernement met quand même des sous là-dedans. Fait qu'il y a un rendement, ne serait-ce que pour les subventions du gouvernement. C'est un régime pour aider les enfants à aller à l'école plus tard. C'est post-secondaire, c'est de mettre de l'argent de côté qui fait en sorte qu'on bâtit une espèce de portefeuille pour nos enfants qu'après le secondaire, ils sont capables de retirer 8 600 à temps plein jusqu'à hauteur de 4 000 pour le temps partiel, mais c'est des sous pour les aider à l'école. Puis en général, post-secondaire, ils n'ont pas les mêmes revenus que les parents. Donc, c'est très intéressant parce que là, on fait ce que nous, on appelle un fractionnement de revenus. Donc, tes enfants vont avoir le droit à du revenu que toi, tu as accumulé pour eux, puis ils vont payer beaucoup moins d'impôts que toi-même. Crypto-monnaie, c'est un sujet chaud. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ces crypto-actifs-là dans les dernières années. Alors, est-ce qu'on doit déclarer ces actifs ou ces pertes au fisc? Et oui. Non seulement on doit les déclarer, il faut voir la crypto-monnaie comme n'importe quel investissement aujourd'hui. Les termes sont différents, mais c'est comme de l'intérêt ou du dividende. Il faut vraiment le voir de la même façon qu'un intérêt ou un dividende que je reçois sur des placements d'un Bell ou d'une autre compagnie. Bien, si j'ai des crypto-monnaies, que ce soit des drops, des jetons, encore une fois, il faut payer de l'impôt sur ce revenu-là. Et la nature, bien, les petits revenus que je gagne au fur et à mesure, c'est comme de l'intérêt ou du dividende. Mais après ça, la perte et l'augmentation de valeur, bien là, ça pourrait être plus du gain en capital ou de la perte en capital.